Hello, on est mercredi et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. J'ai pas vu les deux jours précédents passer, que ce soit lundi, donc lundi c'était férié, c'était lundi de Pâques. Et j'avoue que voilà, après le week-end à Bordeaux, j'étais bien contente de rester à la maison. J'ai un peu avancé dans mes lectures, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à vous prendre. Et hier j'ai fait pas mal de choses, donc voilà. On se retrouve, on est donc mercredi, mais c'est pas grave, ça change un petit peu de commencer un vlog un mercredi. Pour vous faire un retour sur mes lectures en cours. Donc premièrement j'ai commencé une nouvelle lecture audio. J'ai pris donc le tome 4 des 7 sœurs, c'est la sœur à la perle. C'est l'histoire de Star, donc parmi les sœurs donc de Passolt. Le premier tome donc c'est Maya, le second c'est Ali, le troisième c'est Star. Non en fait je vous ai dit une bêtise, c'est celui de Sissi, enfin Sissi, ça dépend comment vous le prononcez. Et donc son vrai prénom c'est Celeano Dapliez. Je n'ai pas lu la quatrième de couve, mais à la limite je peux vous la lire. Je pense que vous connaissez quand même cette saga à force. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des quatre coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Celeano Dapliez et ses sœurs reçoivent chacune pour héritage un indice qui leur permettra de percer le mystère de leurs origines. Le sien conduira Sissi jusque dans la chaleur et la poussière rouge de l'Australie. Elle y croisera le destin de Kitty McBride, qui 100 ans plus tôt a abandonné sa vie bien rangée à Édimbourg pour chercher en terre inconnue le grain d'aventure dont elle avait toujours rêvé, ainsi qu'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé. Pour Sissi, ce vaste et sauvage continent pourrait lui offrir ce qu'elle croyait impossible, un sentiment d'appartenance et un foyer. Voilà, c'est donc le tome, je pense que j'attendais vraiment le plus de cette saga, tout simplement parce que pour l'instant, en tout cas après la lecture des 3 premiers tomes, Sissi c'est pas le personnage vers lequel je me suis reconnue le plus. C'est un personnage qui est décrit comme assez particulier, notamment sa relation avec sa sœur Star. Et voilà, donc c'est pas nécessairement un personnage que je portais dans mon cœur jusqu'ici. Donc hâte de la découvrir. J'en suis vraiment qu'au début, j'ai mis mon marque-page quand même pour savoir un petit peu où j'en suis. J'en suis donc page 73 et le livre, c'est toujours des gros bébés, fait 761 pages. Donc le tome 4, je vous l'ai déjà dit, j'ai hâte d'en savoir plus. Je sais que je le prêterai en plus à ma maman dès que je l'aurai terminé. Elle a découvert donc Maya, le premier tome de cette sœur, et elle a beaucoup aimé, donc maintenant elle a hâte de découvrir toute la saga. Et pour lui prêter, il faut bien sûr que moi aussi j'avance. Donc voilà, je vais le prendre en audio sur je pense le reste du mois d'avril, et je vous en reparlerai au fur et à mesure de ma lecture, en tout cas de mon écoute, pour vous dire ce que j'en pense. Parallèlement donc je lis une autre lecture qui est toujours Oxygène. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent il me semble. C'est donc le tome 5 d'M.J. Arlige de la saga Ellen Grace. Donc le premier tome c'était Amstramgram, je vous ai parlé le tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, etc. Celui-ci c'est le 5, c'est Oxygène. On retrouve donc Ellen Grace qui est le personnage principal qui est mis en scène dans cette saga pour une nouvelle enquête, une enquête un peu spéciale puisqu'on est dans le milieu sadomasochiste. Donc je vous avoue que c'est pas franchement ma tasse de thé, mais je suis assez curieuse de savoir ce que va donner cette enquête. Et voilà, on plonge comme à chaque fois donc à Southampton dans un milieu un peu glauque, toujours un peu sombre, etc. Et j'aime toujours autant cette saga. C'est un plaisir de retrouver donc Ellen Grace, de retrouver tous les personnages qui font le charme de cette saga. Donc voilà, très chouette. J'ai pas énormément avancé pour l'instant. J'en suis donc page 90 et pareil, il en fait 402, mais voilà, je compte bien essayer de me rattraper ce soir et je vous en parlerai dans la semaine. Là, il va falloir que j'aille chercher un colis. J'ai reçu un colis qui est une box qui me vient du compte La Boîte à Livres ou La Boîte aux Livres, je sais plus, qui est une merveilleuse personne qui tient ce compte et voilà, qui fait plein de belles choses de ses petites mains et qui propose des livres d'occasion. Donc voilà, une chouette astuce pour recycler des livres, leur donner une seconde vie et qui plus est, voilà, elle apporte une vraie valeur ajoutée puisque donc elle confectionne des petits accessoires elle-même et voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je sais simplement que c'est cette box là qui est arrivée et trop contente. Et sinon, j'ai reçu un petit colis qui me vient donc de Thaïs. Thaïs, je vous en avais parlé dans des vlogs précédents, je sais plus à quel moment, mais j'étais encore à Bordeaux à ce moment-là.
puisque Thaïs m'avait gentiment envoyé, je sais pas si vous vous souvenez, un t-shirt avec un flocage d'Agatha Christie et donc une illustration qu'elle avait faite, plus le marque-page qui allait avec, et vraiment genre elle a un talent incroyable, et là elle m'a proposé de m'envoyer les derniers marque-pages qu'elle avait fait. Donc voilà, j'ouvre ça avec vous, c'est l'occasion. Hop. Et donc effectivement il y en a plusieurs, j'ai pas envie de les avoir. Oh là là. Donc voilà, Thaïs, je vous remets son compte, donc elle est dessinatrice, c'est TB Illustration. Voilà, je vous mettrai tout dans la barre d'infos comme je le fais à chaque fois. Et donc elle fait pas mal de choses, elle fait des marque-pages, mais elle fait aussi de la sérigraphie, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais de l'impression sur vêtements, sur t-shirts notamment. Et voilà, si ça vous intéresse, d'aller jeter un œil. Donc voici les petites nouveautés marque-pages de sa boutique. Et le premier, déjà je le reconnais aisément, puisque c'est donc la Servante écarlate. On reconnaît bien la tête et la couverture, et donc il y a écrit « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux ». Voilà, donc hop, ici. Ensuite on a celui-ci, je suis tellement fan. Je crois que je ne vous le présente pas, j'ai pas besoin, je pense que vous savez qui c'est, donc en recto verso aussi. Je crois que ça va être un de mes préfs que je vais mettre tout le temps. Tellement contente. Et ensuite on a donc je pense que c'est Alice au pays des merveilles. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Voilà, clairement une super jolie marque-page. En plus ils sont vraiment ils sont épais mais pas trop, donc très contente. Et en plus de ça, emballé avec soin, puisque donc c'est une enveloppe rigide, donc il risque pas, à moins d'être vraiment très maltraité, il ne risque pas de se corner. Donc un grand merci à toi Thaïs pour donc ces petites nouveautés. Et voilà, je vous invite, j'ai le nez qui me gratte, je vous invite à aller voir sa boutique et à découvrir ce qu'elle fait, parce que franchement elle a un talent, donc vraiment merci Thaïs. Voilà, pour moi c'est terminé, donc je vais filer et chercher mon colis, et soit je vous reprends juste après, soit sinon je vous montre ça demain, mais je pense que je vais pas avoir envie d'attendre avant de l'ouvrir, donc je vous montre ça très vite. Hello, on est jeudi, il est bientôt 14 h. Je m'apprête à rejoindre les filles donc de lectrice Charleston, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc je rejoins Pascal du compte Entre deux pages et Manon du compte Manon lit aussi. Et on va aller boire un petit café, et puis après ça normalement on devrait aller faire un coucou à l'équipe Charleston. Donc voilà. Bon ça y est, j'ai rejoint les filles. Donc on a Manon ici, et bon vous la connaissez trop bien à force. Et donc on s'apprête à aller voir l'équipe Charleston, et on vous emmène avec nous.
couve, je viens de rentrer donc j'ai passé l'après-midi avec les copines lectrices Charleston, donc avec Pascal du compte Entre deux pages et Manon du compte Manon lit aussi. Et donc on est allé faire un petit saut chez l'équipe Charleston dans leurs locaux pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait et c'était une trop chouette après-midi. Du coup c'était pas du tout prévu mais on n'est pas clairement pas reparti les mains vides puisque voici, c'est même très lourd à porter, voici le butin, le Graal, les cadeaux du jour concrètement. Donc déjà infiniment un infini merci à Emeline et à l'équipe Charleston, voilà pour c'est le quart d'heure de folie de Gus, pour nous avoir ouvert les portes de leurs locaux et puis pour continuer à nous gâter au quotidien depuis le début de cette aventure Charleston. C'était donc l'occasion pour moi de récupérer 3 épreuves non corrigées. En fait, les 2 premières, normalement, j'aurais dû les recevoir par la poste, mais visiblement, il y a eu un couac avec l'envoi. Et donc, vu que c'était prévu qu'on aille les voir jeudi, je les ai récupérées donc aujourd'hui. La première, donc, c'est un roman de la rentrée littéraire et ce sera Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khemai. Je pense que je ne prononce pas du tout bien. Et donc ça se passe au Vietnam en 1972. Je vous en parlerai, je sais pas si je vous lis la 4e de couve. Bon allez, on va faire une petite exception. Depuis leur refuge dans les montagnes, la petite Huong et sa grand-mère Diolan regardent Hanoï, brûlé sous le feu des bombardiers américains. Une semaine plus tard, Huong découvre les décombres qui ont remplacé sa maison. La guerre, l'ombre qui a emmené ses parents et ses oncles dans les forêts du Sud, vient de faire une entrée brutale dans sa vie. Pourtant, malgré la destruction, le quotidien reprend son cours dans la capitale. Des colonnes de fumée s'élèvent tous les soirs des abris de fortune, les éclats de rire des enfants résonnent et peu à peu les vétérans reviennent du front. Mais Huong comprend vite que les sombres souvenirs qu'il ramène avec eux risquent de déchirer sa famille, comme les souffrances déchirent sa patrie depuis des décennies. Donc concrètement un roman sur la guerre du Vietnam, j'en ai jamais lu jusqu'ici et j'avoue que je suis assez curieuse. J'aime beaucoup la littérature asiatique et littéralement tout ce qui se passe en Asie. J'avais adoré dans un autre registre mais Pachinko et de Min Jin Lee et voilà, donc j'ai hâte de lire celui-ci. Je vous en parlerai bien sûr quand je l'aurai lu. Pour l'instant voilà, il sort le 24 août donc j'ai encore un petit peu de temps pour vous donner mon avis. La seconde épreuve non corrigée que j'ai récupérée, c'est une épreuve non corrigée que j'attendais avec grande impatience puisque c'est Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Harmon. Amy Harmon, je vous en ai parlé très récemment, c'est l'autrice qui a écrit Ce que murmure le vent que j'avais vraiment aimé. Donc c'est son nouveau roman. Et cette fois-ci, nous serons à Florence dans le début des années 1940, donc un total changement d'ambiance. Dans la belle villa aux dalles roses des Rosselli, Angelo Bianco, bien qu'orphelin, a grandi comme un membre à part entière de la famille. Eva, la fille de la maison, de 2 ans sa cadette, lui jouait du violon, dansait pour lui et pataugeait dans la fontaine pour l'amuser. Inséparables, ils se disputaient pour des broutilles et s'avouaient leurs secrets les plus profonds. Et pourtant, elle ne lui a jamais pardonné de l'avoir abandonné pour entrer dans les ordres. Mais quand les nazis arrivent en Italie, les querelles du passé n'ont plus d'importance. En tant que juive, Eva risque la déportation et Angelo est le seul à pouvoir la sauver. Engagé dans les réseaux de résistance catholique, il cache et exfiltre les réfugiés des pays occupés. Il est prêt à tout sacrifier pour elle, mais face aux heures sombres qui s'annoncent, cela sera-t-il suffisant ? Ok, concrètement, j'avais pas lu la 4e de couve, je la découvre avec vous et clairement très envie de le découvrir. Donc là aussi, voilà, je vous en parlerai en temps voulu. Donc 2 épreuves non corrigées que j'ai récupérées et j'en ai également récupéré une 3e. C'était pas prévu, c'était un petit peu la surprise. Et donc ce sera un roman qui sera très court puisque il est tout petit. Il fait moins de 200 pages, 157 pages. Et donc ce sera une autrice française qui s'appelle Samar Seraki de Boutafogo. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Donc la 4e de couve. Quel mot, quel récit, quelle poésie pourrait boucher ce trou dans ma tête? Mon cahier de vocabulaire s'est vidé, et cela bien avant l'explosion. Je continuerai à faire l'économie des mots. Je choisirai uniquement de vivre. Je sais si bien le faire. Je souris, je mange, je danse, je dors et je pleure. Dans cet ordre, comme je l'ai appris, j'organiserai mon existence. Entre la Palestine, Beyrouth, le Sud-Liban, la Côte d'Ivoire et Paris, Samar Seraki de Boutafogo entrelace la petite et la grande histoire, l'intime et le collectif. Elle explore ce qui se passe quand on sort de sa condition et restitue la vie sans bruit des femmes, celle de sa mère, la sienne. Donc pareil, une 4e de couve assez mystérieuse et puis voilà, on se laissera porter au fur et à mesure de la lecture.
Voici donc dans un premier temps les 3 ENC que j'ai récupérés et ce n'est pas tout puisque donc Emeline nous a gâtés. Il y avait un roman qui me faisait très envie et en fait j'étais persuadée de l'avoir demandé quand j'avais eu la possibilité de le faire et visiblement non, donc ça a été l'occasion pour moi de le récupérer. C'est M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain, donc qui vient de sortir en poche. La couverture de mémoire du brochet est donc en noir et blanc avec un dos jaune ici. Et donc la 4e de couve qui m'a bien tentée, j'ai même le petit marque-page qui va avec. Julien est parti il y a 3 mois. Il ne nous a pas quittés, il a démissionné de lui-même. L'annonce de son départ a été un cataclysme. Il s'en est allé un matin, laissant une longue lettre dans laquelle il expliquait que tout était sa faute, qu'il nous aimait mais qu'il nous rendait malheureuses. Pauline et moi. 19 ans de mariage, comment a-t-on pu en arriver là? Une nouvelle vie commence pour Claire et c'est grâce à sa fille qu'elle avancera pas à pas, dans son regard qu'elle puisera une force insoupçonnée. Avec tendresse et émotion, M'asseoir 5 minutes avec toi nous plonge dans la réalité d'une famille que seul l'amour saura renforcer. Je vais pas en dire plus parce que donc je ne l'ai pas lu, j'ai hâte de le lire, mais visiblement dans ce roman on a une thématique un petit peu du handicap et voilà, j'ai hâte d'en découvrir un peu plus. Sophie Jomain, moi j'ai lu uniquement les étoiles brillent plus fort en hiver, je crois. Donc qui était son roman de Noël. J'ai son second, donc Les Tortues. Ne faites pas Noël sous la neige ou quelque chose comme ça, que je n'ai pas encore lu, qui se passe visiblement dans les Caraïbes, mais qui là aussi est un roman de Noël. Et ça donc c'est un roman tout à fait en dehors des romances de Noël qu'elle peut écrire. Donc hâte de découvrir sa plume sur ce type de roman-là. Et surtout, j'aime énormément cette nouvelle couve du poche. Donc trop contente. Et donc les cadeaux ne s'arrêtent pas là puisque dans le cadre des lectrices Charleston, nous allons être amenés à lire un tome 3 d'une saga. Donc il peut se lire tout à fait indépendamment, mais avec Pascal on a prévu du coup de lire les 2 tomes précédents et donc on s'est planifié d'ores et déjà une lecture commune sur le premier tome. Et la saga en question, c'est visiblement une saga de cozy mystery indien. Jusqu'ici je ne connais absolument pas. Et le premier tome, c'est Les Veuves de Malabar Hill de Sujata Massey. Je ne sais pas si je prononce bien encore une fois. Donc aux éditions Charleston. C'était visiblement le lauréat des Mary Higgins Clark Awards. Donc je suppose qu'il y a une dimension polar. Mais c'est tout à fait logique puisque c'est donc une enquête. Et nous sommes à Bombay en 1921. Pirvin Mistry travaille dans le cabinet d'avocat de son père, devenant la toute première femme avocate en Inde. Un statut qui ne manque pas de faire débat alors que seuls les hommes sont autorisés à plaider au tribunal. Mais quand un meurtre est commis dans une riche maison musulmane pratiquant la purda, séparation stricte des femmes et des hommes, elle est la seule à pouvoir mener l'enquête. Faisal Mukri a été retrouvé poignardé à Malabar Hill chez son ancien employeur Omar Farid, un riche marchand, lui-même décédé quelques semaines auparavant. Les potentiels témoins du crime sont ces 3 veuves vivant recluses dans une partie de la maison interdite aux hommes. Pervin arrivera-t-elle à comprendre ce qui s'est réellement passé? Une enquête passionnante qui nous plonge au cœur de la société indienne du début du XXe siècle et de la place qui occupe les femmes. Donc c'est le premier tome de cette saga, donc c'est une aventure de Pirvin Mistry. Et le second tome, ce sera La malédiction de Satapur. Voilà, je vous les mets ici. Je vous parlerai pas du coup de la 4e de couverture de celui-ci puisque c'est un tome 2 et que moi la première j'ai envie de me garder un petit peu le mystère de celui-ci. Mais voilà, je vous en parlerai très vite puisque normalement on le lit la semaine prochaine. On n'a pas encore calé de date, mais voilà, étant donné que j'ai du temps et que j'aimerais bien effectivement pouvoir lire ces 2 tomes avant de lire le tome 3. Voilà, ce sera l'occasion, je vous dirai ce que j'en ai pensé et puis de toute façon je vous en parlerai au moment où je le lirai. Donc clairement beaucoup trop gâtée par l'équipe Charleston, vraiment très contente et honorée de faire partie de cette aventure. Et ce n'est pas tout puisque donc Charleston c'est une maison d'édition qui appartient au groupe Le Duc, mais il n'y a pas que Charleston. Il y a donc les éditions Le Duc qui s'occupent d'édition de guides pratiques, on va dire. Il y a également la maison d'édition Alizio qui, elle, est un petit peu plus sur le développement personnel, l'entrepreneuriat,
etc. Et il y a également une branche qui s'appelle Le Duc Ezo, donc qui est spécialisée dans tout ce qui va toucher un petit peu aux livres sur l'ésotérisme, aux livres ésotériques. Et ils ont donc énormément de livres sur la sorcellerie, sur les cristaux, ce genre de choses. Et ils éditent également des oracles et des jeux de tarot. Et j'avais absolument pas prévu de repartir avec quelque chose de ce genre-là, d'autant plus que je vous en parle pas ici, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et avec lesquels j'essaie de me familiariser au fur et à mesure. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir prendre 2 jeux de tarot. Alors là, je suis consciente que je vais sûrement en perdre beaucoup d'entre vous que ça n'intéresse absolument pas, mais je vous en parle quand même au cas où. Donc le premier, ce sera le tarot des divinités. Voilà, je vous montre simplement la couve, enfin la boîte ici, donc qui est un jeu de tarot avec des illustrations littéralement magnifiques. J'ai même pas encore enlevé les blisters pour vous dire. Et le second, donc il vient juste de sortir, il est sorti en avril, c'est mon tarot essentiel. Donc j'ai bien envie d'ouvrir ça pour pouvoir vous le montrer en vrai, mais j'ai pas les ciseaux à proximité. Je vais aller chercher mes ciseaux et je reviens. Donc ça y est, je suis en train d'enlever les blisters, ça va être l'occasion de le découvrir aussi. Donc voici la boîte, c'est mieux quand même sans le reflet de la ring light. Donc il s'appelle le tarot des divinités. Et en fait je sais absolument pas comment fonctionne le tarot là-dessus et les tirages, j'y connais pas grand chose. Je sais comment fonctionnent les oracles, mais j'avoue que le tarot je vais découvrir. Donc très contente. Les cartes sont littéralement magnifiques. Voilà, vous le voyez, ça brille très fort. Je vous montre typiquement la première. Elles sont attachées, mais hop. Vous avez la seconde pour vous montrer un peu les illustrations. Je les trouve vraiment très belles. Et vous avez le dos des cartes qui est comme ça. Voilà, donc il va falloir que je me documente un petit peu sur la question, mais trop hâte, vraiment trop intéressée par ça, et je trouve que ils sont vraiment magnifiques. Vous avez donc à chaque fois le petit guide si ça vous intéresse, qui vous explique bon, déjà la signification des cartes, puisque c'est quand même l'objectif, mais également comment faire un tirage. Vous avez voilà, le tirage à 4 cartes par exemple, on vous explique comment faire. Le tirage des divinités, pareil, on vous explique comment faire et voilà, donc je vais essayer de potasser tout ça et puis je vous en parlerai à ce moment-là. Et le second, c'est donc mon tarot essentiel et pareil, les illustrations, il était déjà ouvert et déballé, donc j'ai pu voir à quoi il ressemblait et vraiment les cartes sont assez incroyables. Voilà, là encore une fois, les cartes brillent de 1000 feux. Et alors je vais essayer d'enlever ça. Hop. Et donc voilà, j'essaie de vous montrer un peu quelques cartes. Je ne sais pas si vous verrez très bien avec les reflets. Mais voilà, elles sont très belles. Et vous avez le dos qui est comme ça. Donc trop contente. Là aussi vous avez le guide qui va avec. Je range tout ça, je regarderai ça mieux. Et on a un petit chat qui est très curieux. Tu veux que je te fasse un tirage, Gus? Et donc voilà, là aussi vous avez le petit guide qui va avec. Donc voilà, trop contente, j'en voulais depuis hyper longtemps, mais j'avoue que je savais pas vraiment quoi choisir. Et là en fait le fait d'avoir pu un petit peu tous les ouvrir, puisque donc ils n'étaient pas sous blister, ceux qui y avaient donc chez Charleston, enfin en tout cas au groupe Le Duc. Donc ça m'a permis de voir un petit peu à quoi ça ressemblait et de faire mon choix. Donc un immense merci. Un immense merci aux équipes Le Duc pour cette chance qu'on a de pouvoir tester tout ça. Voilà, si ça vous intéresse, je vous les mets ici. Donc le premier c'est mon tarot essentiel et l'autre c'est le tarot des divinités. J'en parlerai pas je pense ici dans ces vlogs parce que c'est pas l'objet, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser aussi et que finalement on est des lecteurs mais on a aussi d'autres passions, d'autres centres d'intérêt dans la vie et que c'est sympa aussi de temps en temps de vous parler d'autre chose.
Ça c'était donc pour ma journée chez Charleston. On est sorti de là, ça m'a donné également l'opportunité de rencontrer donc Clarine du compte Clarine Bookin, qui avait prévu de rejoindre Pascal à notre sortie des éditions Charleston. Et voilà, on s'était jamais rencontrés, on se suivait sur les réseaux et donc c'était très très chouette. On a passé un super moment ensemble et je suis rentrée à la maison. J'ai reçu, on va jamais s'arrêter pour aujourd'hui, j'ai reçu une box, donc la fameuse box je suis allée chercher au Point Relais avant-hier. Je vous en ai parlé hier ou avant-hier, je ne sais déjà plus. Et donc je voulais qu'on l'ouvre ensemble. Donc c'est une box que j'ai reçue de la boîte aux livres. Donc la boîte aux livres c'est la jolie petite entreprise qu'a créée Marina. Et qui donc à chaque fois propose des box avec des livres d'occasion. Elle propose plusieurs formats de box, je vous mettrai son lien dans la description. Il y a des box où on choisit les livres, il y a des box mystères, il y a plein de choses. Elle a également changé donc un petit peu sa façon de faire depuis la dernière fois où je vous en avais parlé donc dans les vlogs, puisque maintenant donc elle propose effectivement toujours ces box mystères, mais elle propose également des box qui sont personnalisables dans la mesure où en fait sur chaque box vous avez donc un livre d'occasion, mais vous avez toujours plein de petits goodies, plein de petits accessoires et dorénavant vous avez la possibilité de choisir ces accessoires. Vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité, vous pouvez en choisir certains, choisir ce qui vous convient le mieux. Et voilà, elle fait vraiment plein de choses. C'est tellement fait avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour. Je vous invite vraiment à aller voir sa boutique. Il y a du stock qui est refait très régulièrement et elle apporte un soin qui est tout particulier à vos commandes. C'est que des choses qui sont vraiment bien faites et voilà, on sent qu'il y a une passion derrière et c'est très chouette. Et c'est super puisqu'au moment où je vous parle, j'ai la caméra qui était en train de basculer. Je crois que mon trépied n'est pas assez bien fixé. Donc bref, je voulais ouvrir cette box avec vous. On a plein de petits goodies. Hop, je vous montre ça. Non mais juste déjà la beauté quoi en fait. C'est tellement bien emballé, il y a des petites étiquettes. On a ici des gâteaux je suppose. On a du thé. Bon, je ne vous montre pas la totalité, mais il y a plein de petites choses. Et on a, alors ça c'est emballé. Hop. Donc il y a un petit sticker Handmade with Love, mais je n'en doute absolument pas. Ça a l'air assez fragile. Et donc ce sont des petites créations qu'elle vient de commencer à faire et ce sont des créations en argile, si je vous dis pas de bêtises, que j'avais déjà vu passer sur ses stories, que je trouvais magnifiques et ça se confirme. Je vous montre, voilà, la beauté quoi. Est-ce que c'est pas trop beau? Je sais même pas où je vais le mettre encore, mais j'adore et on sent vraiment que pour le coup c'est fait main totalement, que voilà, c'est pas régulier et c'est ce qu'on aime, donc trop contente, vraiment. Je sais pas où je vais le mettre, peut-être sur une poignée de porte, mais ça fera peut-être un petit peu de bruit. Peut-être, je sais pas, il va falloir que je réfléchisse, mais j'aime trop ce genre de petite suspension. Et donc, enfin, puisque donc c'est quand même la boîte aux livres, on a un roman. Et donc, je vous montre ne serait-ce que l'emballage du roman. Voilà. Vraiment trop contente jusqu'au choix de l'emballage cadeau. Franchement, tout est parfait. Donc, sa petite carte. Je vais la montrer ici, je ne sais pas si vous verrez très bien. Donc on va ouvrir ça. Hop. Et du coup j'ai du mimosa partout. Hop, on va y arriver. Et donc le roman c'est Feu de Maria Pourchet aux éditions Fayard. Hop. Donc, voici le roman en question. La 4e de couve, je vous en parle. Laure, prof d'université, est mariée, mère de 2 filles et propriétaire d'un pavillon. À 40 ans, elle a parfois l'impression d'être la somme, non pas de ses désirs, mais de l'effort et du compromis. Clément, célibataire 50 ans, s'ennuie dans la finance et dans un bureau vitré, lassé de la vue qu'il offre autant que de YouPorn. Lassé de la vue qu'il offre autant que de YouPorn. D'accord. Laure envie, quand elle devrait s'en inquiéter, l'incandescence et la rage militante qui habitent sa fille aînée Vera. Clément n'envie personne, sinon son chien.
De la vie, elle attend la surprise, il attend qu'elle finisse. Ils vont être l'un pour l'autre un choc nécessaire. Saisis par la passion et ses menaces, ils tentent de se débarrasser l'un de l'autre en assouvissant le désir, convaincus qu'ils se domptent. Dans une langue nerveuse et acérée, Maria Porcher nous offre un roman vif, puissant et drôle sur l'amour, cette affaire effroyablement plus sérieuse et plus dangereuse qu'on ne le croit. C'est un roman dont j'avais entendu parler à sa sortie, mais c'est vrai que finalement on en a très peu parlé, ou en tout cas de mon côté j'en ai très peu entendu parler, et voilà, je me suis dit que ça pouvait être une chouette idée de le découvrir. Et en plus je n'ai aucun roman des éditions Fayard, ça va être le premier dans ma bibliothèque, donc juste pour ça déjà c'est assez chouette. Je vous en parlerai bien sûr quand je le lirai. Et voilà, donc un immense merci pour cette très belle box. Vraiment tu as un talent incroyable, voilà, je vais continuer à le dire. Et voilà pour tout le soin. Alors j'ai pas assez de mains pour tout prendre, mais pour tout le soin qui est apporté à ces commandes, pour voilà, tout l'investissement et toute la passion qu'il y a derrière, franchement ça mérite une ovation. et voilà, vraiment je vous invite encore une fois à aller voir sa boutique, puisqu'elle fait des choses très sympas. De mon côté c'est terminé, j'allais jeter le sachet de thé mais on va éviter. De mon côté c'est terminé, je crois que c'est déjà très bien pour aujourd'hui. Demain donc on sera vendredi, et demain après-midi normalement je vais aller faire un tour au salon du livre, donc au festival du livre de Paris. J'ai prévu d'y aller samedi avec ma copine Claire, donc qui vient me voir à Paris ce week-end. Et finalement je me suis dit que pourquoi pas y aller également demain après-midi. En plus Pascal et Clarine y vont aussi, donc ça va être l'occasion de se retrouver. Et voilà, donc je vous emmènerai très certainement avec moi. Je sais pas si j'aurai le temps de vous prendre demain matin, puisque je pense que je vais avoir pas mal de choses à faire, notamment un petit peu de ménage dans l'appartement, ranger certaines choses avant le week-end. Et voilà, mais si jamais c'est pas le cas, je vous dis du coup à demain, et on se retrouve au Festival du Livre de Paris. Bon, on regarde le vlog d'Estelle. On est en train de prendre le petit déj.
les filles, c'est le combien de book-off qu'on fait là? Bah, en 2 jours, c'est le 3e. On est dimanche, je suis en train de tout faire tomber et je vous prends pour clôturer ce vlog. J'en ai partout, c'est la meilleure intro que je pouvais vous faire. Donc on est dimanche, je me pose enfin. J'ai raccompagné Claire donc à la gare et franchement ce week-end était incroyable. C'est hyper dur de trouver les mots pour ce week-end, pour ces quelques jours totalement hors du temps. Franchement, c'était de la folie. On n'avait rien prévu de fou et tout s'est merveilleusement bien passé. Pour vous faire donc un petit récap avant de vous présenter tous les livres que j'ai pu acheter hier. Donc Claire est venue passer le week-end à la maison. On avait prévu d'aller faire un tour au Festival du Livre de Paris. C'était un petit peu l'occasion aussi pour... Enfin, c'était surtout l'occasion de se retrouver. Mais on avait fait en sorte de choisir ce week-end puisque donc c'était le week-end du Festival du Livre à Paris. Et on peut dire qu'en fait il nous a pas énormément vu. Donc comme vous avez pu le voir sur les plans précédents, moi je suis allée faire un tour au festival donc vendredi après-midi avec Pascal et Clarine. Et bon, on a été un petit peu déçus vendredi après-midi, il n'y avait pas énormément d'auteurs, il faisait très chaud à l'intérieur. Donc on a fait un petit tour, on a été voir l'équipe Charleston notamment, on a fait un petit tour sur le salon et on a dû faire 1 heure, 1h30 et puis on est parti. Voilà, samedi on avait prévu d'y retourner avec donc Claire le matin, de s'échapper un petit peu pour faire des librairies d'occasion puisque donc Claire ne connaissait pas, et d'y revenir à 15 h là aussi donc avec les filles, avec Pascal et Clarine. Et en fait donc on y allait hier matin, pas de queue du tout à l'entrée, plutôt chouette, mais finalement on est rentré, il y avait très peu d'auteurs qui étaient là. On n'avait pas d'attente particulière sur ce salon, il n'y avait pas d'auteur particulièrement qu'on avait envie de voir. On s'était dit qu'on se laisserait porter et que si certains auteurs nous tentaient et qu'il n'y avait pas énormément de queue, potentiellement on pourrait aller les voir. Donc hier matin un peu le flop puisque du coup peu d'auteurs présents, plus l'impression d'avoir une librairie à grande échelle qu'un salon en tant que tel, en tout cas pour la partie échange. Moi j'ai trouvé que c'était pas nécessairement très bien organisé, alors c'est mon avis, hein, mais qu'on avait du mal à distinguer les maisons d'édition, à distinguer les auteurs. Enfin, j'ai pas franchement accroché avec cette version-là. J'ai pas de comparaison puisque je n'ai jamais fait le salon du livre à Paris comme il existait avant. Mais voilà, donc un avis pour l'instant en demi-teinte à ce moment-là. Et donc on a décidé de s'en aller et de partir donc faire un tour à Gibert, puis à Book-off, donc à Châtelet. Qui sont donc 2 enseignes bien sûr qui font de l'occasion. Et donc à Book-off Châtelet, Pascal et Clarine nous ont rejoints, on a littéralement dévalisé Book-off et en fait on s'était donc dit de retourner au salon vers 15 h et quand on est arrivé il y avait une queue littéralement, je pense qu'il devait faire
700-800 mètres avec des personnes qui étaient dans la queue depuis 1h30 et qui n'avaient pas énormément avancé. Et donc on s'est dit que plutôt que de perdre notre après-midi à faire la queue, autant voilà, aller se balader. Donc comme vous pouvez le voir, on a pris plein de verres, plein de spritz, on a acheté plein de livres, on a même décidé de traverser littéralement tout Paris pour aller donc au Book Off de Bastille, comme si visiblement on n'avait pas acheté assez de livres. Mais voilà, donc concrètement le week-end s'est résumé à ça. Le Festival du Livre de Paris nous a pas revus et franchement sans rancune, puisque donc on a passé un week-end incroyable, on n'avait pas du tout besoin de ça et en fait on a acheté plein de livres et pour le coup, très très bon marché, puisque donc moi de mon côté j'ai acheté 11 livres, dont 1, 2, 3, 4, dont 4 brochés et le reste, donc 7 poches. Et je crois que j'ai dû en avoir pour quelque chose comme 45 ou 48 euros. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. C'est quand même très 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 avantageux, des livres en très bon état. Et voilà, donc franchement ravie d'avoir fait ce passage là à Book Off, d'avoir été avec les copines, parce que on s'est mutuellement conseillé, on s'est mutuellement influencé, et c'est ça aussi qui est très très chouette dans ces moments-là. Donc voilà, franchement un week-end formidable, de super rencontres. Donc Pascal, électrice Charleston comme moi, Claire, je vous en ai suffisamment parlé pour que vous sachiez qui c'est également. C'était un vrai plaisir de la retrouver, puisque ça faisait donc 3 mois qu'on s'était pas vu et on avait tellement de choses à se raconter. Et j'ai donc rencontré Clarine du compte Clarine Booking qui était donc avec Pascal, et là aussi pareil, ça a été la rencontre coup de cœur, et en fait à nous 4 ça a été un match parfait. Donc voilà, vraiment un week-end incroyable, des nanas incroyables, une passion commune, mais au-delà de ça, finalement, au-delà de cette passion des livres, on a tellement de choses en commun, on est toutes différentes, mais on se retrouve sur énormément de choses, sur la façon de voir les choses aussi, et franchement c'est formidable ce genre d'échange. Merci aux réseaux sociaux pour m'avoir permis de rencontrer des personnes comme ça, parce que voilà, c'est le début d'une belle aventure, et j'espère qu'on aura encore plein d'autres événements où on pourra se retrouver entre nous, parce que voilà, c'est magique, c'est des moments hors du temps, et là on est dimanche et je suis clairement reboostée à bloc. Non pas que j'en avais besoin, mais en fait ça fait un bien fou, des week-ends comme ça, on a l'impression que le temps s'arrête, et voilà, c'est assez dingue. Donc j'ai acheté 11 livres, il serait temps de vous les présenter. Je sais pas du tout par lesquels commencer. Je vais peut-être commencer par les livres neufs, puisque donc il y en a 2. Il y en a un que j'ai acheté au Salon du Livre, c'est le seul. C'est 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig. Je ne l'ai jamais lu, donc Stefan Zweig. J'ai Lettre à une inconnue ou Lettre d'une inconnue, je ne sais plus comment il s'appelle, qui pareil est un roman assez court. Celui-ci est très court puisqu'il fait 158 pages. Et donc voilà, il était sur ma wishlist depuis un certain temps, je le trouvais pas à chaque fois que j'allais en librairie, donc là je suis passée, il y était, je me suis dit que tant qu'à faire, il est donc à 4 euros, c'est un petit livre et un petit budget, donc voilà, j'ai craqué. Donc je vous lis la 4e de couve. Scandale dans une pension de famille comme il faut, sur la Côte d'Azur du début du XXe siècle. Madame Henriette, la femme d'un des clients, s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une journée. Seul le narrateur tente de comprendre cette créature sans moralité, avec l'aide inattendue d'une vieille dame anglaise très distinguée qui lui expliquera quel feu mal éteint cette aventure a ranimé chez elle. Ce récit d'une passion foudroyante, bref et aigu comme les affectionnait l'auteur d'Amok et du joueur d'échecs, est une de ses plus incontestables réussites. Voilà, j'en avais entendu beaucoup de bien, donc j'espère pouvoir le lire bientôt et vous en parler dans le même temps. L'autre roman donc, que j'ai acheté neuf, c'est un roman à 100% influencé par Alizée du compte Un livre à Bordeaux. Donc Alizée, je vous en parle pareil assez régulièrement, qui donc est une copine bordelaise. Et Alizée, donc elle m'a parlé de cette nouvelle saga qui vient de sortir, qui s'appelle donc Blackwater. Hop, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc c'est un format poche, mais un format poche hop, beaucoup plus petit que les poches classiques, pour vous mettre en comparaison la taille. Et bon, déjà on va parler de cette couverture magnifique, clairement. Le gros travail éditorial fait par les éditions Monsieur Toussaint Louverture est assez dingue à chaque fois. Et donc c'est une nouvelle saga qui a été écrite par Michael McDowell. Enfin c'est une vieille saga mais qui est rééditée et donc qui ressort aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et en fait le principe de cette saga, c'est qu'il y a un nouveau tome qui sort tous les 15 jours. J'attendais donc d'avoir le retour d'Alizée qui en fait l'a dévoré je crois en une journée. C'est le premier tome donc qui s'appelle La Crue.
Et la petite quatrième de couve, puisque donc le résumé est tout petit. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compter sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damert, jeune femme séduisante, au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Voilà, c'est donc une saga familiale qui se passe aux États-Unis et clairement tous les ingrédients sont réunis et ces couvertures-là sont assez incroyables. Donc j'ai acheté le tome 1, j'ai essayé d'être raisonnable puisque j'avais clairement envie d'acheter les deux, mais je me suis dit que déjà j'allais lire le tome 1, voir donc si ça me plaisait et puis peut-être effectivement après me procurer le tome 2. Donc ça c'était pour les deux achats neufs et maintenant nous passons à l'occasion. Il en reste donc 9 là aussi. J'ai pris le tome 4, je crois. 3 ou 4 3. Il me semble que c'est 3. Je vais vérifier. Hop. Alors c'est super, c'est pas du tout écrit. Hop. 1, 2, 3, 4. C'est soit le tome 3, soit le tome 4. Je vous laisse vérifier si jamais ça vous intéresse. Ce sera Balle mortelle, pardon, je vais y arriver, à Honeychurch. Dana Denison, c'est un Cozy Mystery, donc là c'est le format poche qui est sorti aux éditions City. Moi j'ai lu le premier tome il y a peu de temps, qui était donc Petit meurtre en héritage. En fait c'est une sorte de saga où nous suivons Kat Stanford qui est donc une présentatrice d'émissions à succès et qui en fait va un petit peu se réfugier dans la campagne anglaise, chez sa mère. Et donc dans le premier tome, il y a pas mal de scandales. Déjà donc sa mère a eu une sorte de lubie de s'installer à la campagne, lubie que ne comprend pas Kat, donc la présentatrice d'émissions de télévision. Et il se trouve qu'en plus sa mère s'est installée donc dans un cottage qui est proche d'une demeure bourgeoise et que donc visiblement il y aurait eu une disparition et un meurtre dans cette demeure bourgeoise. Et donc Kat va essayer un petit peu d'enquêter pour comprendre ce qu'il s'est passé. Ce sera donc le tome 3 ou 4, je ne sais toujours pas. Et j'ai prévu donc de lire le tome 2 qui est, je crois que c'est Un meurtre peut en cacher un autre. Oui, il me semble que c'est ça. Et donc je le lirai, je ne sais plus exactement quand, mais je l'ai prévu donc en lecture commune avec Cécilia. Et donc j'ai acheté ce tome-là pour compléter ma collection. Je ne sais plus à combien il était, mais il n'était pas très cher. Premier achat d'occasion, ça c'était chez Gibert. J'ai acheté également, alors chez Gibert, je vais essayer de vous faire les choses dans l'ordre quand même, en fonction des magasins. Et ben non, en fait c'est tout, puisque chez Gibert j'ai acheté ces deux-là, concrètement. Et donc maintenant, nous passons aux achats Book Off. Le premier, donc c'est un brochet. C'est un roman en fait que j'ai énormément vu passer, mais pas du tout sur Bookstagram, plutôt sur ma sphère personnelle, on va dire, d'Instagram, puisque donc j'ai un compte personnel également. Et en fait, j'ai pas mal de personnes de mon entourage qui ont lu ce roman et qui ont souhaité en parler sur les réseaux sociaux. Et donc ça a éveillé un petit peu ma curiosité. Entre-temps, j'ai vu des chroniques, j'ai vu des reportages sur ce roman, et donc il était dans ma wishlist et je l'ai trouvé. Donc il est sorti en février 2022. Enfin en tout cas le dépôt légal a été en février 2022 aux éditions Actes Sud. Il vaut 22,09 € et je l'ai payé 8 € donc chez Book Off. C'est Connemara de Nicolas Mathieu, donc aux éditions Actes Sud. Et je vous lis la quatrième de couve. Hélène a bientôt 40 ans. Elle est née dans une petite ville de l'Est de la France. Elle a fait de belles études, une carrière, 2 filles et vit dans une maison d'architecte sur les hauteurs de Nancy. Elle a réalisé le programme des magazines et le rêve de son adolescence, se tirer, changer de milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. Christophe, lui, vient de dépasser la quarantaine. Il n'a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n'est plus si beau, il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant au lendemain les grands efforts, les grandes décisions, l'âge des choix. Aujourd'hui, il vend de la bouffe pour chiens, rêve de rejouer au hockey comme à 16 ans, vit avec son père et son fils, une petite vie peinarde et indécise. Oui, on pourrait croire qu'il a tout raté, et pourtant il croit dur comme fer que tout est encore possible. Connemara, c'est cette histoire de conte qu'on règle avec le passé et du travail d'aujourd'hui, entre PowerPoint et Open Space. C'est surtout le récit de ce tremblement au mi-temps de la vie, quand le décor est bien planté et que l'envie de tout refaire gronde en nous. Le récit d'un amour qui se cherche par-delà les distances d'un pays, qui chante Sardou et va voter contre soi. Voilà, donc
je ne peux pas vraiment vous en dire plus, mais la 4e de couve me faisait terriblement envie et je suis très contente de l'avoir trouvée à ce prix-là. Je me dis que effectivement, bon, moi, si je suis déçue à 8 € au lieu de 22, c'est déjà un moindre mal. Ensuite, l'autre craquage, c'est un roman que j'avais beaucoup vu passer à l'époque de sa sortie et notamment à Brive, puisque donc l'autrice était présente. C'est La Fabrique des souvenirs de Clélia Renucci aux éditions Albin Michel, que j'ai eu je crois à 5 ou 6 € et il en vaut 19,90 €. C'est un roman, je crois que c'est Florence qui en avait beaucoup parlé, il me semble. Florent, je crois qu'Estelle l'a acheté, enfin bref, il y avait eu pas mal de personnes qui avaient donné un avis sur ce roman à sa sortie. Et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion également de me laisser tenter. Donc je vous lis la 4e de couve là aussi. Dans un monde où les souvenirs se vendent et s'échangent grâce à une application révolutionnaire, Gabriel, amateur de théâtre, revit à plus d'un demi-siècle de distance la première de Phèdre en 1942 à la Comédie Française. Dans la salle, il remarque une spectatrice dont la nuque l'envoûte aussitôt et se lance dans une quête éperdue pour découvrir l'identité de l'inconnu. Oriane Devancière, violoncelliste de renom, va le mener aux sources d'un amour authentique. Originale et virtueuse, La Fabrique des souvenirs poursuit un fantastique voyage dans le temps et la mémoire, où l'auteur de Concours pour le paradis célèbre, dans un subtil jeu de miroir, la passion sous toutes ses formes. Donc effectivement, c'est un roman qui ne correspond pas du tout à ce que je lis d'habitude, à ce qui me fait envie, mais j'avais envie de sortir de ma zone de confort, et entre guillemets, c'est pas un saut dans l'inconnu non plus, puisque j'en ai vu de bons retours. Et voilà, je vous en parlerai quand je le lirai. Il fait 307 pages, mais bon, c'est les éditions Albin Michel, donc concrètement, c'est plutôt très, je sais pas si vous voyez très bien, les marges sont assez grosses, c'est plutôt aéré, c'est écrit assez gros, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement aussi. Et voilà. Ensuite, un craquage, alors plus ou moins influencé par Fanny, du compte Fanny Books, qui aurait dû être là à la maison ce week-end, mais qui malheureusement a eu un gros empêchement qui l'a retenu loin de nous. Et donc Fanny m'avait offert à Noël 2 romans de Valentin Musso, qui est un auteur qu'elle adore. Je n'ai pas encore eu le temps de les lire. J'ai eu donc Qu'à jamais je n'oublie et Une vraie famille, je crois. Un en poche et l'autre en brochet aux éditions Seuil. Et là, je suis tombée sur celui-ci, donc La femme à la fenêtre. Non, la femme, pas la femme à la fenêtre. La femme à droite sur la photo, donc de Valentin Musso. C'est un brochet donc aux éditions Seuil. Et nous sommes à Los Angeles en 1959. L'actrice Elisabeth Badina se volatilise durant le tournage du film qui devait faire d'elle une star. Enlèvement, meurtre, disparition volontaire. Malgré l'enquête conjointe de la police et du FBI, l'affaire ne sera jamais résolue. 1998, après un succès fulgurant au box-office qui a fait de lui la coqueluche d'Hollywood, le scénariste David Badina affronte une traversée du désert. Incapable de mener à bien le moindre projet, il est contacté par Wallace Harris, légende vivante du 7e art et metteur en scène paranoïaque, qui lui demande de travailler au scénario de ce qui sera sans doute son dernier film. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais un lien unit les deux hommes. Wallace Harris n'est autre que le réalisateur du drame policier qui devait lancer la carrière d'Elisabeth, la mère de David, et l'un des derniers à l'avoir vue vivante. En acceptant son offre, le scénariste va tenter de découvrir ce qui est arrivé à sa mère 40 ans plus tôt, quitte à déterrer de vieux secrets qui feront voler sa vie en éclats. Voilà. Donc pas mal de mystères, une 4e de couve qui me tente totalement et forcément, je me laisse tenter. Donc on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visiblement, il en reste 5. L'autre, donc c'est un roman, là pour le coup, totalement influencé par Claire. J'ai déjà lu un des romans de cet auteur. L'auteur, c'est Robert Poby. J'avais lu donc City of Windows, je vous en ai parlé dans un des vlogs, je crois que je l'ai lu là en début d'année. Et j'avais énormément aimé, c'était un thriller que j'avais trouvé très bien mené, avec un petit peu pour intrigue un tireur d'élite qui tire un petit peu dans tout ce qui bouge et un personnage principal assez étrange qui va mener l'enquête et essayer de comprendre ce qui s'est passé. J'avais trouvé ça très efficace, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et Claire avait lu donc un autre roman de cet auteur qui est L'Invisible, donc là aussi de Robert Poby aux éditions Sonatine. Et elle avait adoré, c'est un des livres apparemment qui l'a marqué, donc je lui ai fait confiance. Et nous serons donc à Montauk, en Nouvelle-Angleterre. Jack Cole revient pour la première fois depuis près de 30 ans dans la maison où il a grandi. Son père, un peintre reconnu à l'égal de Jackson Pollock, y vit reclus depuis des années, souffrant de la maladie d'Alzheimer. Son état a récemment empiré et une crise de démence l'a conduit à l'hôpital. Si ses jours ne sont pas en danger, ses moments de lucidité sont rares.
Jake est lui aussi un artiste en son genre. Travaillant en indépendant pour le FBI, il possède en effet un don unique pour lire les scènes de crime et entrer dans l'esprit des psychopathes. Lorsque le shérif lui demande de venir l'aider à résoudre un double assassinat, Jake fait vite le lien avec un crime du passé jamais résolu. Alors que la ville, menacée par un terrible ouragan, est en pleine évacuation, les meurtres se succèdent et Jake est bientôt convaincu que son père connaît l'identité de l'assassin. La clé réside-t-elle dans les 5000 mystérieux tableaux qu'il a peints inlassablement ces dernières années et qui semblent constituer une sorte d'étrange puzzle. Voilà, c'était donc son premier roman. Oui, c'est ça. C'était son premier roman et je crois avoir vu dans les mentions donc, que visiblement il serait sorti en 2012. Donc concrètement le livre a 10 ans. Alors je ne sais pas si celui-ci a été imprimé en 2012. J'ai pas regardé exactement. Oui, alors il me semble même qu'il a été imprimé donc en mars 2012. Si c'est le cas, franchement chapeau puisque le livre est vraiment en super état. Il est pas jauni, c'est peut-être ma lampe à la limite qui va vous le faire un peu jaune, mais il est pas du tout jauni. Donc trop contente, le dos n'est pas cassé et voilà, hyper chouette. Donc un thriller de plus dans ma palle que encore une fois j'ai hâte de découvrir. Vraiment je suis hyper contente de ces achats puisque c'est que des romans qui étaient soit dans ma wishlist, soit qu'on m'a conseillé et j'ai toute confiance en les personnes qui me les ont conseillés. Donc très très chouette. Et ensuite on passe donc aux poches. Le premier, c'est un roman que j'ai trouvé donc à 1 € qui était dans ma wishlist. C'est Un couple irréprochable d'Alafer Burke aux éditions Livre de Poche. Angela Powell est en apparence une femme comblée. Elle mène une vie confortable avec Jason, un brillant professeur d'économie devenu une personnalité médiatique, et leur fils de 13 ans. Mais leur bonheur de façade se lézarde lorsqu'une stagiaire de son mari dépose plainte contre celui-ci pour comportement déplacé, puis qu'une de ses collaboratrices l'accuse de viol. De quoi donner à Angela l'impression qu'elle ne connaît pas si bien celui qui partage sa vie. Pourtant, face à l'obstination d'une enquêtrice coriace, elle choisit quand même de jouer son rôle d'épouse et de le défendre envers et contre tout. La disparition soudaine d'une des deux jeunes femmes donne cependant une autre dimension à l'affaire. Tandis que la presse se repaît du scandale, Angela est tiraillée entre la honte, le doute et le besoin de préserver un sombre secret. Le récit de la longue agonie sociale de ce Golden Boy est une vraie réussite, selon 20 minutes. C'est un thriller donc que j'ai beaucoup vu passer également sur les réseaux. Là, en l'occurrence, c'est influence Bookstagram à fond. Mais je me suis dit qu'à 1 €, clairement, je ne pouvais pas passer à côté. Il est en très bon état. Le dos est pas abîmé non plus et voilà, donc là aussi une chouette découverte. Je pense que c'est plus un thriller domestique, mais j'aime beaucoup ça aussi, j'aime bien alterner, donc je vous en parlerai là aussi quand je le lirai. Ensuite j'ai opté pour un petit thriller qui est donc un auteur que je ne connais pas encore. J'ai déjà un roman de lui à lire dans ma palle. Et là, donc, j'ai choisi Le souffle de la nuit d'Alexandre Gallien. On suit Philippe Valmy, qui est un ancien flic du 36 et un homme également brisé. 1 an après le drame qui a bouleversé son existence, il survit tant bien que mal au Nigeria, loin de ses souvenirs. Mais l'appel de son ancien chef le sort de sa retraite. Louis, flic de la mondaine et ancien collègue, vient de mourir, tué de la plus étrange des façons, au cœur du bois de Vincennes. Une inquiétante poupée rituelle enfoncée dans le ventre. L'équipe de Philippe Valmy se reforme alors et plonge dans une traque impitoyable au cœur d'univers aussi envoûtant qu'inquiétant entre géopolitique et magie noire. Clairement un résumé qui me tente énormément. Ce roman, j'hésitais donc à le prendre en brochet. Je me souviens quand il était sorti et donc il est sorti chez Michel Lafon, si je vous dis pas de bêtises. Et finalement, j'avais passé mon tour sur celui-ci. Donc là, je l'ai trouvé en poche. Pareil, il était à 1 €. C'était clairement l'occasion. Et en plus de ça, il est tout petit. Enfin, il en reste 2. J'ai l'impression que ce book haul est interminable. J'ai craqué pour une saga que j'ai vu passer sur le compte de Cécilia. C'est une saga de thriller, je ne connais absolument pas, mais ça avait piqué ma curiosité quand elle en avait parlé. C'est un Dolores Redondo et c'est, je crois, le premier tome, Le gardien invisible. Donc, c'est une enquête de l'inspectrice Amaya Salazar et ça se passe au Pays Basque. Vous connaissez mon affection pour le Pays Basque. On est donc sur les berges du Bastan. Le corps dénudé et meurtri d'une jeune fille est retrouvé. Les
poils d'un animal éparpillés dessus. La légende raconte que dans la forêt vit le bassa jaune, une étrange créature mi-ours, mi-homme. L'inspectrice Amaya Salazar, rompue aux techniques d'investigation les plus modernes, revient dans cette vallée dont elle est originaire pour mener à bien cette enquête qui mêle superstition ancestrale, meurtre en série et blessures d'enfance. J'avais lu énormément de bons avis sur cette saga. Pareil, je crois que j'ai enlevé toutes les étiquettes, mais je crois qu'il était à 1 ou 2 euros. Donc clairement, forcément, je pouvais pas passer à côté. Donc je vais le lire et je pense que s'il me plaît, je me procurerai les tomes d'après. En tout cas, voilà, j'ai jamais eu de folio policier dans ma bibliothèque, ça va être le premier. Et puis surtout, j'ai très hâte de le lire. En fait, je me rends compte que majoritairement, on a quand même que du thriller, sauf Connemara et la Fabrique des souvenirs. Je crois qu'à peu près tout le reste, c'est du thriller. On a donc, si bien sûr, le Stefan Zweig et éventuellement Blackwater. Je sais pas si, à mon avis, je pense pas que ce soit considéré comme un policier ou un thriller. Et voilà. Et donc enfin, il en reste un. Celui-ci, c'est la super surprise. C'est un roman que j'étais à 2 doigts d'acheter neuf chez, en librairie quand on y allait avec Claire. Et finalement, heureusement que je l'ai pas acheté neuf, puisque donc en allant chez Book Off, on l'a trouvé, je crois qu'il était à 4 ou 5 euros au lieu des 9 euros neuf. Et le livre vraiment est dans un état incroyable. Je finis juste d'enlever la dernière étiquette qu'il manque, puisque je ne supporte pas les étiquettes qui restent sur les livres. Et donc c'est moins 18 degrés de Hanem, de Stéphane Hanem exactement, donc au livre de poche. Il est franchement neuf. Et il y avait 2 exemplaires, donc trop contente avec Claire, on a pu le prendre toutes les 2. Donc la 4e de couve. Après une course folle, une voiture plonge dans les eaux de l'ancienne gare maritime d'Helsingborg. Quelques heures plus tard, l'identité du passager défraie la chronique. Peter Bryce, célébrité nationale des technologies de l'information, était promis à un avenir florissant. Que s'est-il passé et pourquoi, comme l'autopsie le révèle, la victime était-elle déjà morte lors de l'accident, son corps congelé depuis 2 mois à moins 18 degrés. L'inspecteur Fabian Risk et ses collègues de la brigade criminelle s'emparent de cette étrange affaire. Après le succès international de Hors Cadre, prix Crime Time Specsavers en Suède, et de la 9e tombe, Stefan Hanem, star du thriller suédois, monte la pression d'un cran au fil d'une enquête dopée à l'adrénaline. Clairement, tout ce que j'aime. Alors peut-être pas pour cet hiver, parce que les moins 18 degrés, on est, je vous dis pourquoi pas pour cet hiver, mais on n'est plus en hiver, on est au printemps. En tout cas, voilà, à mon avis, ce sera pas tout de suite que je vais le lire, mais peut-être l'hiver prochain. Et j'ai déjà hâte. Donc voilà un méga book haul de la mort qui tue. Je ne sais, j'ai même pas assez de force pour tout porter et tout monter. Mais voilà, il y en a donc 11. Maintenant il va falloir faire rentrer ça là ici. Et ça va pas être une mince affaire, puisque donc la bibliothèque commence déjà à saturer. Donc je sais pas comment je vais m'organiser. Mais en tout cas tellement contente d'avoir craqué pour ces livres-là. Je sais que c'est que des livres que j'ai envie de lire. En fait, j'ai presque envie de tout arrêter pour tous les commencer en même temps. Mais non, c'est clairement pas envisageable en l'état. En tout cas, voilà, vraiment de belles affaires. Et puis surtout un super moment avec les copines aussi. Et voilà, j'espère donc que ce vlog vous aura plu. Je pense que du coup ça va être un vlog assez long. Je sais que généralement vous aimez ça. N'hésitez pas à me dire si déjà donc ce vlog vous a plu et si les livres dont j'ai parlé vous tentent, si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me faire vos retours. Ça me donnera peut-être envie de les lire encore plus vite que prévu. De mon côté, j'espère donc que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, c'était une semaine plutôt chargée, mais vraiment très chouette. Vous avez le petit loup là qui vous fait un coucou et qui repart se coucher. C'était donc une semaine très chargée, mais franchement très chouette. Un week-end, comme je vous le disais, merveilleux. Et j'espère donc pouvoir continuer à vous partager tout ça sur donc les prochaines semaines. Je pense également peut-être mettre en place des vidéos book haul. N'hésitez pas là aussi à me dire si ça vous intéresse, puisque donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne regardent pas les vlogs parce que ça dure trop longtemps ou parce que vous préférez simplement que je vous présente des livres sans toujours vous donner mon avis dessus au fur et à mesure de la lecture. Donc j'envisage peut-être de vous faire un book haul par mois avec donc tous les livres que j'ai pu
pu recevoir ou acheter et vous faire une vidéo récap simplement en vous parlant du titre du livre, en vous lisant la 4e de couve. Et voilà, donc si c'est un format qui vous intéresse en plus des vlogs, n'hésitez pas à me le dire et effectivement peut-être que je mettrai ça en place. De mon côté, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.